Salut Marine, salut Stan, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Comment est-ce que ça va vous deux ? Bien. Enfin, moi, bien. Stan, Mieux. ça va aussi toi ? Ouais, impatient. Ah oui, alors pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est jeudi 29. Donc Stan, demain tu prendras le départ de l'UTMB. Ouais. Voilà. Est-ce que tu te sens bien d'ailleurs avant le départ ? Ouais, je me sens mieux que l'année dernière. Ah, ça fait plaisir. Quand on se sent mieux, est-ce que tu te sens mieux entraîné aussi ? Moins de volume que l'année dernière, mais déjà une petite expérience de cet événement. Donc, je visualise, et ce qui aide à se sentir plus serein, je pense. J'imagine qu'on est moins effrayé aussi. Parce que l'UTMB, ça peut faire peur. Ça fait peur. C'est un événement qui, quand on en prend le départ, on a la boule au ventre, on l'exprime de manière différente, mais ça désordonne tout ce qui se passe dans le corps. Le rythme cardiaque s'accélère, on oublie les fondamentaux, on oublie tout sur la ligne de départ de l'UTMB. Il faut du temps pour se remobiliser, il faut être sérieux dans les premiers kilomètres, il se passe plein de choses, ça chamboule. Alors je rappelle, l'UTMB c'est 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, 3 pays traversés, la France, la Suisse et l'Italie. Des parcelles aussi assez rapides, beaucoup de descentes, beaucoup de techniques. Donc effectivement, c'est une épreuve qui peut faire peur. Marine, avant de plonger dans notre discussion, toi tu viens tout juste de boucler la MCC, une course de 40 km entre la Suisse et la France. 2350 mètres de dénivelé positif quand même. Comment est-ce que tu te sens après une telle épreuve ? Déjà bravo parce que tu es finisseuse. Et comment est-ce que tu te sens ? Parce que je crois savoir que toi, avant le départ, c'était un petit peu plus incertain. Donc, je peux dire que je me sens mieux, effectivement, parce que j'ai pris le départ avec beaucoup d'incertitudes, notamment au niveau physique, parce que j'ai eu pas mal de pépins cette année, de blessures que j'ai dû apprendre à gérer. Alors, j'ai fait beaucoup de rééducation, mais du coup, forcément, mon entraînement s'en est vu vraiment tronqué. Et donc, j'ai pris le départ avec très, très peu d'entraînement en trail, très, très peu de kilomètres, très peu de dénivelé et des blessures qui se faisaient encore un peu sentir. Enfin, voilà, des petites douleurs. Donc, j'avais très, très peur de ne pas franchir la ligne d'arrivée. Donc, pour moi, d'avoir réussi à franchir la ligne d'arrivée, c'est un succès. Voilà, donc je suis très contente. Et après, il y a eu des petits faits de course. C'est-à-dire, on veut savoir. Raconte-nous un peu. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était assez linéaire ou il y a des moments où tu étais vraiment dans le dur ? Alors en fait, on avait fait une reconnaissance du parcours avec Stan donc 3 semaines auparavant. Et donc je connaissais quand même le parcours, ce qui moi m'a aidé vraiment à bien me préparer pour la course, à identifier les périodes qui allaient être, les passages qui allaient être les plus durs physiquement, mentalement. Donc toute cette montée, en fait, c'est une grande montée jusqu'au 17e kilomètre au col de Balme. Je l'avais bien en tête et donc je savais, j'ai bien géré mon effort. Donc ça a été à peu près. La descente, j'avais très très peur que justement les blessures se réveillent et donc d'avoir des douleurs qui m'empêchent. Et finalement, j'ai plutôt bien descendu. T'étais même surpris au ravito. C'est quoi ces qualités de coureuse ? Comment tu jugerais, entre guillemets, ces qualités de coureuse ? Ces vraies forces ? Alors, je dirais que physiologiquement, en fait, elle est puissante. T'es musclé, tu montes bien et tu descends bien. Donc ça, c'est déjà quand même... C'est l'avantage d'être un peu grande, effectivement. Ouais, elle est costaud, quoi. Elle est faite pour un sport. Elle résiste. Elle est capable d'encaisser, quoi. Donc ça, c'est une vraie force. Et après, mentalement, quand elle est dans les vagues, elle sait que c'est un creux et elle a bien compris ça malgré son expérience en trail qui n'est pas énorme. Mais elle a compris que quand ça allait pas, c'est juste avant le moment où ça allait aller mieux. Et donc, elle s'accroche. Et déjà, elle est capable de surmonter les moments où ça va pas. Tu en as eu un ou deux dès cette course et tu t'es assez vite remobilisé. Ouais, parce qu'après la descente, du coup, j'ai eu quand même, au dernier ravitaillement, j'ai eu quand même un gros coup de moins bien avec des nausées, en fait, qui ont commencé à devenir de plus en plus intenses. Et il restait que 10 km et je me suis dit, je vais apprendre à les gérer, à faire avec, à essayer de relancer quand même dès que je pouvais, parce que je garde une phrase en tête que Stan m'a dit il y a quelques temps et qui, pour le coup, m'a beaucoup aidé sur cette course, c'est plus tu avances et plus vite le calvaire se termine. C'est vrai, ça c'est Donc vrai. de pas trop s'arrêter et puis d'essayer toujours de garder un rythme et d'aller au bout. Mais c'est un bon conseil et souvent c'est ce qu'on peut dire aux gens quand vous faites, alors que ce soit un marathon, un trail, n'importe quelle course d'ailleurs, au lieu de se dire il me reste encore 10 km, c'est plutôt il n'y a plus que 10 km, c'est vraiment de compter un peu
à reculons et c'est vrai que ça aide. Alors Marine, on va revenir sur ta préparation un petit peu plus tard dans l'émission, mais d'abord, Stan, j'aimerais qu'on prenne un petit peu plus de temps pour faire connaissance avec nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore, parce que Marine, toi, tu as déjà une petite résidence dans le podcast l'année dernière sur un petit programme santé, donc voilà, nos éditeurs te connaissent déjà, mais toi, Stan, tu as 37 ans, tu es passionné par le sport et tu as une histoire complètement dingue, on va revenir dessus justement. En 2011, tu as traversé la France en courant 1150 km entre Lille et Nice en 15 jours. Je crois que tu détiens même encore le record. Il est toujours d'actualité, le record que tu as. Il est peut-être sur le point d'être battu par quelqu'un qui va se lancer dans les prochains jours, un jeune Français, mais a priori à ce jour, il est encore battu. Bon bah bravo. Il est encore imbattu, pardon. Bon bah bravo, j'espère que on souhaite quand même qu'il soit battu parce que c'est le sport, mais bravo en tout cas pour cette épreuve. Ce qui est assez étonnant, c'est que tu as commencé ta carrière assez éloignée du monde du sport, puisque à la base, tu étais trader dans les matières premières du côté de la Suisse, je crois, un monde qui peut sembler complètement aux antipodes de l'aventure et du sport. Alors comment est-ce qu'on passe de la bourse à l'UTMB ? On y passe un peu par nécessité. C'est-à-dire qu'au début, je crois que la course à pied, pour moi, c'était une thérapie. J'avais besoin de courir, c'était mon échappatoire à une journée de stimuli visuels, sonores, comme on peut s'imaginer ce genre d'environnement de salle de marché. C'était une nécessité parce que c'était un moment où je me retrouvais avec moi-même, où il y avait moins de bruit, où je m'entendais réfléchir, où je pouvais me poser des vraies questions, où mon rythme cardiaque baissait et où j'étais en tranquillité. Et j'avais donc besoin de courir dans un environnement calme, et le meilleur moment que j'ai trouvé, et c'était aussi un peu ce que mon emploi du temps imposait, c'était la nuit. Et donc j'ai commencé à courir de nuit d'abord dans les rues de Paris, puis après de Genève, un peu aussi à l'étranger. Je me suis un peu baladé en Europe avec cette carrière-là. Et donc la course à pied a commencé par être juste un exutoire, un moment pour moi. Et plus les pressions et cet environnement, on va dire, un peu agressif de travail se refermaient sur moi, plus j'avais besoin de courir longtemps pour être capable de me sentir bien. Et je suis arrivé à l'ultra malgré moi, heure après heure, à déambuler dans Paris, à courir jusqu'à ce que le soleil se lève, parfois un mardi soir de semaine. Ça représentait combien d'heures de course ? Je pouvais courir jusqu'à 200 bornes par semaine. Mais c'est assez incroyable parce que généralement, quand on commence à courir, c'est plutôt un tour de pâté de maison, on fait 5-10 km. Toi, tout de suite, tu as voulu faire tout de suite, j'ai dû faire de la longue distance parce que c'était le seul moment où je me sentais bien, pas stressé, apaisé avec les hormones. Donc vraiment, dans le tout début de la course à pied, je crois que j'y suis arrivé vraiment par nécessité. Et après, j'y suis arrivé par facilité d'emploi du temps. Je travaillais à 25 km de mon domicile et puis je rentrais le soir en courant. Alors c'est vrai quelque chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si nos auditeurs aussi, mais à Paris, peu importe l'heure, vous trouvez toujours des gens qui courent. Moi, ça m'arrive des fois, je rentre de l'aéroport parce que j'ai fait un déplacement, il est 4h du mat et je vois des gens courir et je me dis mais comment c'est possible que des gens courent à 3h du mat à Paris sur les quais? Et en fait, voilà, il y a Stan, donc j'ai enfin une explication pour savoir. C'est peut-être toi un jour, je t'ai vu courir. Concrètement, les bienfaits du sport, tu parles un peu, j'imagine que quand on est dans la bourse, dans ces mondes-là, c'est des mondes qui sont assez stressants. Donc toi, vraiment, c'est un remède contre le stress ou c'est juste un moyen en fait, de couper le cerveau? C'est un peu les deux, et c'est aussi un moment pour essayer de réfléchir à moi, à où j'en suis, à ce qui compte, à l'essentiel. C'est un moment où j'enlève le bruit du quotidien, la friture sur la ligne. C'est des moments dans lesquels je me sens apaisé et où j'ai l'impression que je peux vraiment réfléchir à les idées claires. Et effectivement, la distance et l'ultra-distance accroît un peu ce phénomène, puisque plus les kilomètres passent et plus mon esprit se délie. Et plus les choses m'apparaissent comme évidentes, plus les gens qui comptent sont des évidences, plus les sujets qui m'importent m'apparaissent clairs. Et donc j'ai l'impression que c'est un temps de plus en plus qualitatif avec moi-même. Et c'est peut-être ça qui m'a fait arriver au très long, jusqu'à toucher des moments... Alors, je le vois parfois maintenant sur les réseaux, ça excite beaucoup, mais des états de flow, comme on peut le lire. Alors on l'entend et c'est utilisé pour des arrivées de course ou des performances. Moi, je l'ai eu même pas forcément en course, mais juste sur des traversées de régions ou de pays en l'occurrence, où j'avais l'impression de pouvoir courir sans m'arrêter, que je pouvais courir 1000 km comme ça. Et cet état-là m'a ouvert un peu des chakras, m'a donné confiance en moi, et puis ce cercle positif, on a envie d'y revenir. Alors, vous êtes, on va redonner encore plus de contexte à nos auditeurs, c'est que là, on est donc à Chamonix, vous êtes Marine et Stan, partenaires d'entraînement, mais vous êtes aussi partenaires dans la vie. Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Eh ben justement, on s'est rencontrés sur une course. Ouais.
On s'est rencontrés au Half Marathon des Sables. On s'était jamais croisés d'ailleurs auparavant, on se l'est dit, c'était assez marrant. Et on est devenus copains. On était tous les deux en couple, voilà, dans une relation stable, construite. Et finalement, nos situations personnelles ont changé. Et on a vécu du coup un peu en parallèle ces phases difficiles. De prise de décision, voilà, de séparation. Et ça nous a aussi beaucoup rapprochés. Et voilà, on avait le sport en commun, des valeurs communes et un moment de vie aussi où on s'est beaucoup soutenus. Et puis voilà. Le Half Marathon des Sables, c'est pas intuitivement l'endroit le plus romantique pour se rencontrer, ou alors je me trompe peut-être? Je sais pas, chacun met le romantisme où il veut. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est un endroit qui révèle en tout cas les valeurs d'un être humain. On se rend compte de la ténacité, du courage, de l'envie de réussir, de l'importance des choses, du soutien les uns envers les autres. C'est une course, hein, et c'est un sport individuel, mais ô combien collectif. Et moi, en tout cas, je me suis rendu compte de tout ça sur Marine en l'espace de quelques jours. Donc ça, c'est sûr que c'est une base de confiance pour une amitié et puis par la suite pour une relation amoureuse. Donc je crois que le sport et les moments où on est dans le dur sont quand même des vrais révélateurs de personnalité. Finalement, c'est un peu la vie en accéléré. Alors je crois que ça nous a bien réussi. Ouais, puis ce genre d'aventure permettent aussi comme tu l'as dit, en fait, de réfléchir, de prendre du temps pour soi, de se poser les bonnes questions. Quelles sont les choses les plus importantes dans ta vie, tes valeurs fondamentales? Et moi, je sais que ça a été une aventure qui m'a fait vraiment évoluer. Mais c'est vrai que vivre des aventures mutuelles, alors que ce soit amis ou même en vie de couple, on le sait par exemple dans les métiers comme les militaires ou ce genre de choses où vraiment ils vont parcourir ou faire des épreuves ensemble, ça unit les gens. D'ailleurs là, on le voit sur l'UTMB finalement, même avec le marathon, quand tu partages ça, ça veut dire que même si on ne se connaît pas avec la personne qui est à côté de nous, mais on a partagé, voilà, on est là, on s'est entraîné pareil, on a vécu les mêmes galères, on a eu la même course, il y a un lien tout de suite qui va se créer. Toi, j'imagine si demain tu rencontres quelqu'un qui a fait le même marathon ou la même course que toi, voilà, vous avez ce point commun qui va vous lier, quoi. Oui, et à la simple question, c'est ta première édition, tu as déjà fait l'UTMB, ce qu'on me demande, et quand je dis oui, la personne me dit ah ouais, moi aussi. Et là, effectivement, on se dit on partage quelque chose en commun, on a passé des étapes ensemble et d'une certaine manière, ça nous rapproche. Ouais. Marine, pour en revenir un petit peu à ton parcours sportif, toi, tu as toujours été, les gens ne le savent pas forcément, mais tu as toujours été une sportive dans ton enfance. Tu as même eu le titre, je crois, si je ne me trompe pas, de championne de Bourgogne en triple saut dans la catégorie minime. Excusez quand même du peu. Ça me fait rire à chaque fois qu'on ressort. C'est quand même une anecdote assez sympa. D'ailleurs, tu as même fait une interview il y a très longtemps avec la Fédération française d'athlétisme que j'ai retrouvée, qui était assez sympa. Alors, comme beaucoup de jeunes adultes, j'imagine que le sport est peut-être passé au second plan, parce que c'est vrai qu'il y a, alors on le sait, notamment même dans les statistiques, il y a beaucoup de décrochage, et encore plus chez les filles après 13 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si tu sais, Stan, mais les petits garçons et les petites filles sont autant sportifs jusqu'à quasiment l'arrivée de la préadolescence. Et à partir de 11-13 ans, il y a ce décalage, il y a un décrochage chez les filles et les garçons continuent. Mais avant ça, en fait, il y a la pratique du sport exactement égale. Et d'ailleurs, il n'y a pas encore eu les développements morphologiques. Donc même le niveau entre les petits garçons et les petites filles est le même. Tu vois, c'est-à-dire, tu peux avoir une petite fille qui va battre les garçons passer les 6 ans. Et après, il y a un décrochage malheureusement. Donc toi, j'imagine, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce que l'arrivée en fait, voilà, de la vie étudiante, puis ensuite de la vie active, est-ce que ça t'a éloigné du sport, et voilà, comment est-ce que tu as vécu ça? Moi, effectivement, j'ai décroché du sport lors de mon entrée en études supérieures en fac de médecine, parce que on entendait, en fait, et c'est ce que je pensais être bien, c'est de se mettre à fond dans les études, tête dans le guidon, tête dans les bouquins, de faire que ça pour passer ce concours de la première année de médecine, et même par la suite le concours de l'internat. Donc moi, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit, il faut que je me concentre à 300% dans les études, et j'ai lâché le sport. Alors que, comme tu l'as dit, j'avais toujours été très sportive dans mon enfance et adolescence. Et finalement, j'y suis revenue justement par nécessité de trouver des moments pour moi, d'évacuer le stress, de mieux dormir. J'avais vraiment besoin de faire du sport pour me calmer et améliorer mon sommeil, et donc me permettre aussi d'être plus performante en fac de médecine sur mes apprentissages. Et ça, c'est largement démontré aujourd'hui qu'une pratique sportive amène un bon sommeil,
souvent amène un cercle vertueux, toute une hygiène de vie autour, et te permet aussi d'améliorer ta cognition, tes capacités de concentration, d'attention, de mémorisation. Donc c'est absolument nécessaire et c'est dommage parce que tu as totalement raison, les chiffres le démontrent, hein, les jeunes filles décrochent à la préadolescence, adolescence, et les étudiants aussi, filles, garçons, pratiquent moins de sport quand ils rentrent dans les études supérieures. Donc on a beaucoup à faire dans notre pays pour soutenir l'activité physique quand on rentre dans les études. Ouais, sans parler des préjugés aussi, les petites filles, si tu fais du sport, tu vas te transformer en garçon, tu vas être plus musclé, ça va être moins féminin. Ça aussi, c'est certainement des choses aussi sur lesquelles il faut changer. Du coup, Marine, aujourd'hui, avec toutes les activités que tu as, est-ce que tu arrives encore à pratiquer du sport ? Est-ce que c'est quelque chose qui est rentré maintenant dans ta routine ou il y a quand même encore un peu des moments de friction quelquefois ? Je fais en sorte de pouvoir pratiquer mon sport. Donc je m'organise pour. C'est effectivement une des raisons aujourd'hui pour lesquelles les adultes n'arrivent pas à pratiquer le sport, c'est parce qu'ils ont des plannings trop chargés, au niveau, beaucoup de contraintes professionnelles, familiales. Et je crois qu'il faut vraiment considérer le sport comme une nécessité et pas comme un loisir ou quelque chose qui arriverait en dernière place, on va dire, dans notre ordre de priorité. Alors c'est facile à dire quand on n'a pas d'enfant encore ou quand on a un planning malléable comme le mien, je l'entends très bien. Mais il n'empêche que dans des semaines très 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 chargées où j'ai beaucoup de choses à faire, je m'adapte et j'essaie de trouver, alors parfois c'est juste 20 minutes ou 30 minutes pour aller courir, c'est une séance d'exercice à la maison, de yoga. Et ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. C'est intéressant ce que tu dis et j'aimerais vraiment insister sur ça, c'est que même 5 minutes de sport dans la journée, ça a un effet. Et moi, j'étais un peu dans cette logique-là, en me disant finalement, si je fais pas une heure, si je fais pas une séance vraiment construite et tout, ça sert à rien. Et aujourd'hui, j'hésite plus même à aller faire 20 minutes de sport parce que c'est prouvé, hein, les études l'ont démontré. Même au bout de 5-10 minutes, même quand on peut ne serait-ce que trottiner, il y a déjà des activations qui vont se passer dans le corps. Donc quelquefois, 20 minutes par jour, si on fait ça 3 fois dans la semaine, 20 minutes, c'est quand même assez facile à placer. C'est suffisant, peut-être pas dans un contexte de performance, mais en tout cas dans un souci de sport santé. C'est très très fort et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on est un peu impressionné par les gens qui font des marathons, des ultra trails et tout ça, et du coup c'est vrai que la notion de sportivité, on a l'impression finalement qu'ils vont en faire beaucoup pour pouvoir être sportif, alors qu'en fait pas du tout. Déjà courir 3 fois par semaine 20 minutes, vous faites peut-être partie des top 5% des gens les plus sportifs de France, voire même du monde. Tout à fait. La régularité est plus bénéfique que l'intensité. Donc il vaut mieux faire, en tout cas au niveau des bénéfices sur la santé, donc il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que beaucoup uniquement le week-end par exemple. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je pense que ça demande de l'organisation, quand même de la motivation, mais il est absolument nécessaire d'essayer de bouger au maximum au quotidien. Et ça peut être, aller marcher avec la poussette. Ouais, voilà. Carrément. Stan, toi, en termes d'organisation aussi, alors tu n'es plus dans la bourse, tu es maintenant entrepreneur. Ouais. Tu as fait aussi un virage parce que tu as fondé Explora Project, une société de voyage et de tourisme éco-responsable. En tant que chef d'entreprise, j'imagine que tu as aussi beaucoup de responsabilités, d'agenda, tu n'as pas forcément la maîtrise sur tout. Est-ce que tu arrives à gérer tout ça ? Et surtout, est-ce que tu penses que ça fait de toi en fait, une personne, un meilleur entrepreneur, professionnellement, est-ce que tu penses que ça t'aide aussi, cette dimension sportive ? Oui, je suis convaincu des bénéfices du sport sur les autres sphères de sa vie, sur ses relations sociales, sur sa capacité à organiser quelques projets que ce soit, familial, professionnel. Je pense aussi que faire du sport de manière régulière, c'est aussi montrer à son entourage professionnel ou familial ou amical sa résilience, sa capacité à avoir de la discipline. Et donc, inconsciemment, cette discipline et cette résilience peuvent s'appliquer dans d'autres domaines. Et donc, ça rassure. Et je crois que dans le domaine professionnel, effectivement, un entrepreneur qui s'astreint à ce sport, à un objectif, à se donner les moyens de cet objectif, réussir l'objectif, célébrer cet objectif atteint avec tous ceux qui y ont contribué. Voilà, c'est une dynamique très positive, je crois, et je suis sûr que ça a des effets vraiment bénéfiques sur le pro. Ouais. Je sais qu'aux États-Unis, les gens n'hésitent pas à mettre sur leur CV qu'ils ont fait des marathons, Ouais. qu'ils ont fait des ultra-trails ou ce genre de choses. Est-ce que toi, tu notes quand même dans les collaborateurs avec qui tu vas travailler des traits communs chez ceux qui font du sport ou qui révèlent un petit peu des défis ?
Alors, on a effectivement, on est une petite trentaine de collaborateurs chez Explora et ils ont tous ce trait de personnalité d'être un peu pionniers, passionnés par l'outdoor. C'est vrai qu'on recrute plus sur sa capacité à être passionné d'outdoor et à se lancer dans des objectifs, à les atteindre, à se donner les moyens d'eux, qu'à l'école qu'ils auraient fait ou autre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tout type d'études, même ceux qui n'ont rien à voir avec potentiellement du commerce ou de l'ingénierie ou de la finance, absolument pas. On a des passionnés et quand on a été passionné pour un sport et quand on s'est donné les moyens d'eux, je pense que ces ressorts-là, on peut les utiliser sur un autre domaine et c'est ça ce que je recherche. Est-ce que tous les deux, vous auriez cru qu'un jour, tu ferais l'UTMB ou toi que tu fais la MCC, 40 km, 2500 mètres de dénivelé positif, est-ce que voilà, c'est des choses qui vous ont... Est-ce que vous avez été surpris par vos propres performances, entre guillemets? Moi, je suis venue au trail tout doucement. Je ne connaissais pas le trail il y a quelques années. Donc, moi, je suis assez surprise aujourd'hui de faire du trail et d'aimer non, mais ça. jamais je pourrais faire ça, c'est trop dur. Alors, est-ce que tu as eu des freins comme ça? Je me dis que l'ultra, oui, c'est pas fait pour moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Peut-être que je changerai d'avis, mais... Oui, je pense que c'est quand même un sport qui est, qui nécessite d'avoir quand même une expérience de la course à pied, de la montagne, du trail, beaucoup plus poussée que ce que je n'ai aujourd'hui, et de s'entraîner pour aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment une pratique précise, quoi. Donc on n'y va pas, comme clair. Ça. Mais sinon, non, moi je suis assez ouverte en fait à tout type d'aventure. J'aime le sport en général. Là en ce moment, c'est vrai que je suis à fond un peu dans la course à pied, le trail, mais peut-être que dans 5-10 ans, j'irai vers d'autres disciplines. Je me ferme pas du tout les portes, je me laisse porter. Non, je dis ça parce que c'est vrai que des fois on discute avec des gens et ils me disent mais non, mais jamais je pourrais faire ce chrono, je sais pas, 40 minutes sur 10 km ou faire un marathon. Et finalement, les gens prennent conscience qu'en s'entraînant, qu'en se préparant, on peut finalement atteindre des objectifs et voire même les dépasser, les surdépasser. Moi, j'ai discuté avec des gens qui me disent « Oh, mais j'arriverai jamais à faire un marathon ». Et finalement, ils ont réussi à faire des marathons en moins de 3 heures. Et finalement, ça va te donner cet état d'esprit de te dire que, je ne vais pas dire rien n'est impossible parce que le mot est un peu galvaudé, mais en tout cas, les barrières qu'on se met psychologiques sont quand même vachement avec des marges de sécurité énormes par rapport à nos propres capacités. Et ça, je pense que c'est aussi un acquis qui est transférable dans la vie. C'est qu'on se dit finalement, moi à titre personnel, je me suis dit mais en fait, ce qui est valable pour ça, je suis sûr que c'est valable dans tous les domaines de la vie. Foncièrement, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense. Et notamment sur l'ultra. Parce qu'en fait, c'est un sport méritocratique. C'est vraiment incroyable. Je pense que on peut avoir un physique lambda et être extrêmement performant à l'UTMB. Enfin, franchement, j'en suis convaincu. Il suffit, c'est pas un détail, mais de faire beaucoup de volume, du volume, même pas forcément d'entraînement spécifique, etc. Celui qui court beaucoup va progresser en ultra. Et ça, j'en suis vraiment convaincu. Donc celui qui a la motivation de faire du volume tous les jours et plusieurs fois par semaine va, je pense, pouvoir casser tous les pronostics et déjouer tous les pronostics sur un ultra. Et c'est ça que je trouve assez chouette aussi, c'est qu'une arrivée du TMB, je pense à cette image, c'est une longue distance, mais on se dit celui qui... Enfin, je veux dire, ça va un peu au plus méritant, quoi. Il n'y a pas de... comme sur un 100 mètres, alors oui, ils s'entraînent beaucoup, mais ils sont quand même nés avec des sacrés gènes. Génétiques, ouais. Et je pense que plus les distances sont longues, plus ces aptitudes génétiques probablement sont gommées au profit de la résilience, de l'entraînement quotidien. Et c'est cette poésie quand même de vie. Ouais, non, mais c'est vrai sympa. que c'est assez égalitaire. C'est intéressant ce que tu dis parce que, et notamment chez les féminines, je trouve que c'est encore plus vrai, mais si vous connaissez un peu les athlètes de très haut niveau dans ce sport, je pense notamment à Cathy Scheid ou encore à Annelise Rousset-Séguré, que je connais très très bien. Alors Annelise, c'est une vétérinaire, mais quand tu la vois comme ça, c'est vrai que c'est une personne déjà qui est assez introvertie, plutôt assez timide. Elle est vétérinaire voilà, c'est un petit bout de femme, très timide, très discrète, très très fine, même, tu vois, tu la verrais dans la rue, ou même Cathy Scheid, petite blonde comme ça, aux yeux bleus, voilà, et jamais quelqu'un qui ne la connaît pas est capable de se dire, cette fille-là, elle peut faire 170 km à l'île de la Réunion, dans le cercle de Mafate, sous 35 degrés, et affronter des choses énormes. C'est impossible. On a cette idée du surhomme, de la surfemme, de quelqu'un voilà, très sûr de lui, qui se met voilà, très, très en avant, très musclé, très athlétique, alors qu'en fait, c'est un imaginaire. Je ne sais pas si tu les as vus, mais c'est vrai que c'est dingue de se dire que finalement,
la performance, la force mentale, elle est pas perceptible. On a des ressources qui sont quasiment infinies, quoi. Ouais, ce sport nécessite d'avoir effectivement des capacités physiques, mais aussi des capacités mentales. Et c'est ce juste équilibre entre les deux qui va permettre aux plus grands coureurs de performer. Et moi, c'est ce qui me fascine véritablement dans ce sport. Et c'est ce que je suis en train de découvrir avec l'Ultra Trail. C'est que voilà, on peut jouer sur plein de paramètres pour performer et progresser. Et donc, oui, je suis assez d'accord. Parce qu'on s'entraîne physiquement, mentalement et on peut y arriver. Ça, c'est quelque chose sur qu'il faut vraiment insister, je pense. Et au-delà aussi de la notion de performance ou de confiance en soi, il y a aussi la gestion un petit peu de notre bien-être au quotidien et notamment l'anxiété. On sait que c'est un peu considéré comme le mal du siècle. Hein. Beaucoup de gens, malheureusement, sont confrontés à cet état-là. Et c'est vrai que l'anxiété, on peut la confondre avec tout ce qui est stress, déprime. J'aimerais qu'on passe un petit... on l'évoque un petit peu parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Et je sais que toi aussi, Marine, tu as déjà connu des crises d'anxiété. Avant qu'on parle de comment est-ce que le sport peut nous aider à gérer tout ça, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est l'anxiété et surtout, comment est-ce qu'il diffère du stress ou même de la déprime? Parce que souvent, les gens ne comprennent pas forcément la subtilité entre tous ces états. Alors l'anxiété, c'est une pathologie psychiatrique, psychologique, qui est liée à un stress chronique associé à une appréhension en fait, qui s'installe progressivement dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on va stresser d'être stressé. On va anticiper qu'on va être angoissé dans telle ou telle situation. La différence avec un stress aigu qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, on est un peu stressé avant un entretien d'embauche, on est un peu stressé avant de prendre la parole devant un public. Mais voilà, après l'épisode, ce stress diminue, on revient au seuil normal et tout va bien. Dans l'anxiété, on anticipe parce qu'on a eu des facteurs de stress dans notre vie. Alors l'anxiété, elle prend sa source dans plein de choses différentes, mais on a des sources d'inquiétude qui vont en fait prendre toute la place et qui vont nous handicaper dans notre quotidien. On va, par exemple, si on a une anxiété sociale, on va stresser d'être en contact avec les autres, d'aller au restaurant, d'aller dans un centre commercial. Si on a une anxiété, on peut avoir des TOC, on peut avoir des phobies. Voilà. L'anxiété, c'est vraiment c'est une grande famille de troubles en fait qui sont liés à un stress chronique avec une anticipation de ce stress. Donc toi, tu avais des crises d'anxiété, je crois que tu en as déjà un petit peu parlé. Concrètement, comment ça se caractérisait? Alors moi, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse en fac de médecine liées à une surcharge psychologique et ce qu'on pourrait appeler un burn-out, mais je ne travaillais pas, donc le burn-out reste vraiment dédié au milieu du travail. Mais un burn-out, un excès de fatigue et un excès de stress psychologique lié à un planning de ministre que j'avais à l'époque. Je faisais beaucoup d'allers-retours, j'étais en fac de médecine et puis je gérais des propositions médias, je me déplaçais beaucoup sur le territoire, donc je dormais très peu. Et donc voilà, à un moment, mon cerveau a dit stop en fait. J'ai atteint mon seuil de tolérance de stress et une crise d'angoisse, ça peut faire très peur. La première fois, c'est des palpitations, donc le cœur qui s'emballe, des tremblements, un essoufflement. On peut avoir l'impression de ne plus réussir à respirer, d'avoir une oppression thoracique. On perd le sens de la réalité. En fait, tout nous apparaît complètement noir, complètement... Il y a un sentiment, ce qu'on appelle de dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus ancré dans la réalité, quoi. On n'est plus même dans le contrôle de notre corps, on est détaché un peu de notre corps. Donc voilà, ça peut être très impressionnant, ce qui amène beaucoup de personnes à consulter aux urgences d'ailleurs. Et il faut, parce qu'il faut quand même éliminer d'autres choses. Mais j'ai appris déjà ce que c'était en fac de médecine, et puis j'ai appris à vivre avec. J'ai essayé de réfléchir aussi à d'où pouvait venir cette anxiété, aux raisons de cette anxiété. Et puis aujourd'hui, je vis très bien avec. Ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir des petits moments d'angoisse, mais je pense qu'il faut rassurer les personnes qui nous écoutent. Il faut consulter, faire ce qu'il faut. Il y a des thérapies, de la relaxation. Moi, le sport est une de mes thérapies, pour le coup, dans l'anxiété.
Ça marche pas pour tout le monde. Hein, on peut s'en sortir, voilà, on peut très bien vivre avec et que cette anxiété reste dans un petit coin de notre tête et ne bouffe pas notre quotidien. Mais c'est vrai que tu le disais toi aussi tout à l'heure, Stan, dans ce besoin un peu de se vider la tête, de faire une espèce de reset aussi entre le travail et peut-être la vie. C'est ça aussi, moi, ce que j'aime bien quand je vais courir après le travail, c'est que tu vois, c'est une espèce de tunnel de décompression. Tu vois, tu as une journée, tu dois penser à plein de choses, tu es entrepreneur. Le fait d'aller courir, avec ta vie de famille après, tu vas pas emmener tes problèmes avec toi à la maison. Tu as cette espèce de sas de décompression qui va te permettre de tout ressortir. Et c'est ça qui est vraiment très, très magique. Mais j'ai remarqué, alors moi, malheureusement aussi, j'ai été soumis assez récemment à ce genre de problème et tout. Et c'est souvent la nuit aussi où tu vas un petit peu cogiter, ci et ça. Et j'ai remarqué, alors je sais que tu es aussi médecin, donc c'est aussi l'idée d'avoir une conversation sur ça, mais j'ai remarqué que moi, dès que j'essaye de me raisonner, en fait, tout ce qui est lié un peu à la tête, dès que j'essaye de me servir de la tête pour me raisonner, ça marche pas, en fait, tu vois. Et je me suis dit maintenant, en fait, plutôt que de me dire, allez, ça va, machin. Alors, maintenant, j'arrive à savoir que c'est de l'anxiété, donc conscientiser que c'est autre chose. Maintenant, je préfère me lever, aller marcher, aller faire de l'activité. Alors, soit je vais sortir ma fille, soit je vais aller sortir mon chien, mais je vais faire 15 minutes de marche. Et j'ai remarqué que c'était beaucoup plus efficace, en fait, que essayer de soigner le cerveau par le cerveau. J'imagine que peut-être tu l'avais pas conscientisé, mais ça te parle ce que je dis ? Ouais, je vois bien. De toute manière, le sport c'est une solution pour sortir d'un état aussi. Donc ça permet soit de tourner la page, soit quand on est dans un bon état d'utiliser cette énergie positive et de le poursuivre dans une belle séance d'entraînement. Il y a autre chose aussi que je trouve très riche avec le sport. C'est pas juste de faire, enfin ça peut être en fonction des moments de faire un reset ou penser à autre chose, mais c'est aussi un moment où on peut construire un projet séance après séance qui nous nourrit et qui nous donne confiance en nous et qui est un objectif de vie. J'entends beaucoup de personnes qui disent je suis pas heureux dans mon boulot, je peux plus tenir, j'ai pas de projet dans la vie. Et un UTMB c'est un projet. Je vous assure que quand on sait qu'on a son dossard, toute sa vie pourrait se réorganiser autour de ce dossard. Et à chaque entraînement, on a l'impression de construire un peu une pierre de cette cathédrale. Et c'est riche aussi parce que ça nous permet de faire en sorte d'être un peu plus stable. On en parlait en échange préalable des 4 pieds du tabouret pour être stable dans la vie, les amis, le boulot, la famille et moi le 4e pied c'est les projets pro moyen terme qui nous permettent de nous sortir la tête du métro boulot dodo et de voir un peu plus loin. Et dans chacune de ces séances de sport, ça fait 1 an que pour moi je construis l'UTMB de demain et donc j'ai l'impression d'avancer, même si par ailleurs, dans le boulot, par exemple, c'est un moment où je me sens embourbé et où ça n'avance pas. C'est ça aussi qui est riche, c'est que ça nous permet de regarder au long terme. Et c'est ça, je trouve, qui sort aussi un peu, peut-être si je devais faire le lien avec la discussion d'avant, des boucles d'anxiété. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, il y a un ailleurs, je ne suis pas dans un tourbillon. Là, je prépare quelque chose pour dans plusieurs mois qui va me rendre heureux, qui est un beau projet. C'est aussi une manière de relever la tête. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en ce moment, on est beaucoup dans l'ère du focus. Il faut être focus sur quelque chose. Il y a des entrepreneurs, par exemple, tu vois, comme Elon Musk ou ce genre de choses qui sont beaucoup mis en avant. En gros, ils vont faire qu'une seule chose et ils vont être à fond sur ça. Donc, il y a cette notion aussi de sacrifice. Je vais être focus sur quelque chose, je vais être focus sur mon MTMB. Et on le dit souvent, voilà, il n'y a plus rien qui compte. C'est la préparation, le défi et tout. Toi, tu nuances un peu ça en disant non, il faut en fait avoir plusieurs points d'équilibre parce que finalement, si ça ne va pas, vous allez perdre complètement. Si la famille ne va pas, le travail ne va pas, si là vous mettez votre focus, ça ne va pas, vous allez perdre complètement pied parce que votre monde va s'écrouler. Toi, tu dis justement, il faut garder cette diversification. Il me semble. Après, effectivement, chacun peut avoir un avis différent. Moi, je pense qu'il faut être ancré sur ces 4 pieds, qu'en délaisser un au profit de tous les autres peut se faire pendant un laps de temps très court, donné, à justifier et à expliciter auprès de tout le monde. C'est-à-dire, je lance ma boîte, j'ai 6 mois dans lesquels j'ai besoin de faire un focus particulier, etc. Mais je pense qu'en faire une religion, c'est-à-dire, moi j'ai déjà effectivement entendu des entrepreneurs, même français, on entend Marc Simoncini a dit ça plusieurs fois, et moi je lui ai d'ailleurs dit frontalement que je n'étais pas d'accord plusieurs fois, mais de dire, moi j'ai mis... Anthony Bourbon aussi, il prend souvent la parole. J'ai pris 15 ans de ma vie, ou 20 ans de ma vie, où ma vie c'est ma boîte, et tout le monde s'aligne derrière ou tant pis, je m'en fous. Moi, je pense que c'est très risqué. En tout cas, ça ne marche pas avec ma personnalité. Moi, ma fierté, ma richesse de vie, c'est d'arriver à
tout faire en même temps. Et ça ne veut pas dire saupoudrer, ça veut dire faire l'effort de ne délaisser personne. Et je pense effectivement que dans les mauvais moments, on se tourne vers les autres pieds de son tabouret. Et quand le pro, ça foire, si on n'a pas un ancrage dans les 3 autres pieds, c'est casse-gueule. Et donc, je pense que c'est aussi jouer le long terme, se préserver et performer, c'est durer. Donc, c'est pas faire un coup d'éclat et pchit. Tu es d'accord avec ça, toi, Marine? Est-ce que tu as besoin justement d'être focus sur une seule chose ou tu arrives justement un peu à manager tes passions et tes envies? Je suis complètement d'accord. Je fonctionne de la même manière. J'ai besoin d'avoir un équilibre, un véritable équilibre entre ma vie perso, familiale, professionnelle, m'épanouir avec des projets à court, moyen, long terme, avoir une vision, oser rêver grand, oser imaginer des choses. Je ne sais pas quoi ajouter de plus. Mais c'est marrant ce que tu dis sur le fait qu'il faut avoir des objectifs. Et moi, je me souviens, il y a quelques semaines de ça, j'ai une personne qui est venue me voir et qui me dit « Ouais, Guillaume, tu es passionné par le sport. Moi, je n'ai pas de passion. » C'est ce qu'il me dit. Il me dit « Voilà, j'ai pas de passion. » Et vraiment, la personne avait l'air de souffrir de ça. Elle me dit « Mais j'aimerais bien, en fait, être comme toi, animé par quelque chose, mais je n'ai pas de passion. » Et en fait, elle me dit « Comment je fais ?» Mais je lui dis « Mais est-ce que tu as déjà essayé des choses ? Est-ce que tu as déjà essayé d'aller courir ? Est-ce que tu as déjà essayé d'aller faire des sports ? Enfin, tu vois, il y a aussi cette routine un peu que tu vas avoir. Et c'est vrai que si tu ne tentes pas des choses, tu ne vas pas réussir à ça. Et là, tu parlais de l'UTMB, mais moi, ce que je voudrais préciser, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une dispense aussi fort, ne serait-ce que faire un 5 km, un 10 km. Encore une fois, j'en reviens à ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, on est sur l'ère des réseaux, on a l'impression que faire un 10 km, c'est quelque chose, tu vois, d'accessible à tout le monde. Mais en fait, même courir 3 km aujourd'hui, prenez vos proches, on va oublier notre écosystème de sportifs, mais mettez-vous à un repas de famille avec vraiment les vrais gens du quotidien. Et un repas de famille, vous avez une quinzaine, ou je sais pas, un baptême ou un mariage, et comptez les personnes qui sont capables, ne serait-ce que de courir 5 km, vous allez vous rendre compte que c'est quand même très très peu. Mais justement, voilà, se lancer un défi, je voulais vraiment appuyer sur ça, mais ça peut être, ces gens qui nous écoutent, ça peut être ne serait-ce que même courir 1 heure, tu vois, c'est ça. Et après, c'est le Kaizen, c'est vraiment marche par marche, et ensuite après on va y aller. Mais ça, c'est un bon moyen déjà de se lancer. Avant de passer à votre préparation, comment est-ce que vous vous entraînez? Quels sont un peu vos secrets de préparation? On va faire une petite interlude. Et moi, j'ai préparé un petit jeu. Ouais. Alors, on adore les jeux. Voilà, je vous en ai un petit peu. Je vous ai pas dit quoi, mais je vous ai préparé un petit jeu. Alors, Marine, voilà, tu as été Miss France, Miss préférée des Français. Et dans le concours de Miss France, il y a un test de culture générale. Alors, je crois que tu n'étais pas trop mauvaise. À l'époque, j'étais pas mauvaise. Ouais, voilà. Donc moi, je vous ai réservé. Ça s'est dégradé depuis. Peut-être, on va voir ça. C'est ce qu'on va voir. Moi, je vous ai réservé un petit test de culture générale, un petit peu orienté avec l'actualité du jour. Et on va mesurer lequel de vous deux est le plus fort ou la plus forte. Est-ce que ça vous dit de jouer? Je perds toujours face à Stan. On va voir. Mais non. On va voir. Normalement, j'ai assez bien équilibré les questions. Donc, il ne devrait pas trop avoir d'inégalité. Ça va être assez impartial. Première question. Quelle est la capitale du Kenya? Il faut répondre le premier qui répond. Nairobi. Ah, bravo. Quelle est la source d'énergie principale utilisée par le corps pendant un effort d'endurance? Les glucides. Le glucose. On va dire un point partout. Donc ça fait 2 pour l'instant pour Stan. Ah, donc c'est vraiment qui répond le plus bien. Ok, d'accord. Attends, parce que moi j'étais en mode cool aussi, mais là je mets mon porte-dossard. Quel événement sportif moderne a été inspiré par la légende de Philippides? Attends, pardon, la question. Quel événement sportif moderne a été inspiré par la légende de Philippides? Ah là là, attends, je l'ai. Je suis prêt. C'est passé en Grèce. Un petit indice. L'épreuve sportive. Marathon. Bravo, le marathon. C'était le nom du messager. Exactement. On est à 2-2. Quelle est la hauteur actuelle du Mont Blanc? 4806 mètres. Waouh, 3-2. Bah oui, mais avec Explora Project, ils font un super stage d'ascension du Mont Blanc. Voilà. C'est vrai, mais j'ai équilibré quand même les questions. Quelle est l'hormone principalement responsable de la régulation du métabolisme énergétique pendant l'exercice? La dopamine. Non. L'insuline? Non. L'adrénaline. Oui, l'adrénaline. Il y en a plein des hormones. Voilà. La principale. Ouais, ok, j'étais sur le métabolisme sucre-lipide. On est à 3-3 là, hein. Ex-aequo. C'est chaud. Ex-aequo. Quelle est la distance totale en natation lors d'un triathlon Ironman?
3800 mètres. Bravo. 4 à, j'en ai fait à un. 3. Ouais, en plus, je t'ai posé la question la semaine dernière. Quel pays a accueilli les Jeux Olympiques d'été en 2008 ? Non, 2004 Athènes. Pékin. Ah, Pékin. Ah. 5-3. Là, il commence à faire le trou. J'ai eu une demi-réponse, j'avais Ouais, 4 ans avant. Il commence à faire le trou. Ok. Quel muscle est le plus sollicité lors de la respiration ? Le diaphragme. Ouais, 5-4. On va voir si tu vas peut-être pouvoir. Mais je réponds bien qu'aux questions de médicales. rattraper. C'est déjà pas mal, c'est De ton rattraper. métier. Dernière question. Quel est le total de médailles remportées par Léon Marchand lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Allez, je te la 4. laisse. Non, 5. Il y avait la médaille de bronze au relais. Ah, pardon. Ouais, 5 Léon. médailles, 4 or et 1 en bronze. C'était le relais. Voilà, donc Ouais. effectivement, mais sinon, il n'a fait que gagner. Bravo, Stan, tu remportes voilà, ce test de culture générale. Je Bravo. m'incline. Je suis navré. On va passer maintenant à notre dernière partie de l'émission. On va parler un petit peu d'entraînement. Marine, comment est-ce que tu as préparé cette MCC ? Est-ce que tu es accompagné par un coach ? Comment est-ce que tu as... Voilà, à quoi ressemblaient un peu tes semaines d'entraînement ? Oui, je suis accompagnée par un coach qui est Dorian Louvet et son dispositif de la Running Academy. C'est pour moi un véritable game changer, je dirais. Il faut, je pense, que si on a envie de performer en course à pied ou de se lancer des défis qui nous paraissent au début inaccessibles, comme on l'a dit, et qu'on doit passer par un entraînement, c'est vraiment bénéfique d'avoir un accompagnement avec un coach spécialisé. Moi, ça m'a vraiment fait progresser sur mes premiers semi, ensuite marathon et puis là, trail. Et donc, pour vous répondre, comment je me suis entraînée ? Difficilement. Difficilement, cette année, j'ai été blessée quasiment toute l'année. Donc, en fait, j'ai fait beaucoup de kiné pour traiter mes blessures. Kiné qui m'a amenée à faire aussi beaucoup plus de renforcement musculaire pour justement pouvoir tenir les distances que j'avais envie de réaliser malgré mes blessures. J'ai testé et plutôt approuvé l'entraînement dissocié avec le vélo. J'ai fait pas mal de home trainer et ça m'a permis de faire un peu de volume en courant un peu moins en fait. Ça, c'est parce que tu étais blessé aussi, donc tu as croisé un peu avec du Exactement. vélo. J'ai fait un petit peu de course à pied, un peu plus de vélo. En fait, toutes les séances longues, je les faisais quand même sur le vélo. Ça, c'est intéressant parce que tu arrives quand même à faire un ultra de 40 km finalement avec pas mal de vélo et en limitant l'impact sur le corps parce que tu avais une petite fragilité. C'est hyper intéressant. Exactement, ouais. Puis j'ai appris aussi d'où venaient les fragilités. Et en fait, j'ai quand même découvert cette année que la course sur route aggravait justement mes blessures, enfin mes problématiques. En tout cas, mon corps aime moins la route. Et donc, je me suis tournée un peu plus vers le trail. On a fait pas mal de rando. J'ai fait aussi quelques sorties trail, évidemment. J'ai quand même couru un peu. Un petit peu, ouais. Mais voilà, j'ai réussi à gérer comme ça, en fait, entre renfo, vélo et course trail. Alors, est-ce que tu faisais un peu de séances de côte ? Est-ce que tu faisais un peu de fractionné ? Parce que tu vis en milieu urbain. Je crois que vous êtes... Remarque, vous êtes quand même en Suisse ou à Annecy À Genève, ouais. À Genève, bon, voilà, à Genève, c'est pas non plus... vous n'êtes pas loin des montagnes, mais c'est quand même un milieu urbain. Comment est-ce que du coup, comment est-ce que tu as préparé tout ça ? Moi, je suis entre Paris et Genève. En ville, évidemment, je me suis concentrée sur la salle, le renforcement et puis quelques petites sorties. J'essaye quand même d'aller courir dans des endroits qui sont agréables. Donc moi, je vais courir un peu dans les parcs ou à l'extérieur et j'essaye d'éviter les grands axes routiers, évidemment. Et puis quand même à Genève, Annecy, on a un beau terrain de jeu. Donc les week-ends surtout, on en a pas mal profité pour faire des sorties. Alors les séances que tu préfères et celles que tu détestes le plus ? Alors moi, j'aime pas du tout le fractionné. Ouais. Comme c'est bizarre. Ouais. On est beaucoup à pas trop aimer ça. Ouais, puis en fait, quand tu peux pas t'entraîner beaucoup, faire du fractionné, c'est encore plus dur. Parce que j'ai quand même, je me suis quand même un petit peu déconditionnée, on va dire, à la course à pied. Donc je me suis concentrée sur faire des séances en EF ou un petit peu plus intense. Endurance fondamentale, du coup. Voilà, en endurance fondamentale ou un petit peu plus élevée, mais parce que en plus, je me reprends.
L'intensité aussi pouvait aussi accentuer les douleurs de mes différents problèmes. Donc je restais à des seuils acceptables. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de croyances et on peut se mettre des fois des barrières. Donc là, je rappelle, tu as fait la MCC, 2500 mètres de dénivelé positif. Avec, et puis c'est souvent, il y a des problèmes de genoux, notamment. Les femmes ont plus de problèmes de genoux, on le sait. Hein. Donc ça, il y a plein de gens qui ont ces problématiques-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que toi, tu arrives avec de l'entraînement croisé, sans forcément fractionner, avec juste de la régularité et quand même une certaine forme de discipline. Mais voilà, tu arrives quand même on n'a pas à s'imposer des choses terribles. Ça peut être accessible, évidemment. On n'est pas forcément dans une logique de performance, mais la performance, elle est pas, c'est pas une fin en soi. Mais c'est possible de le faire, quoi. Ça, c'est intéressant parce que je t'avoue que même moi, on a tendance à se dire il faut en faire des tonnes. Mais quand on fait les choses bien, avec sérieux et surtout avec régularité, on peut réussir un peu à bien s'organiser. Et avec une bonne hygiène de vie associée. Et ça aussi, c'est un élément que j'ai véritablement compris et ancré dans mon quotidien, d'avoir un bon sommeil suffisant en quantité, en qualité aussi, une bonne hygiène de vie à côté, donc pas trop d'alcool, 0 cigarette évidemment, une bonne alimentation, à savoir aussi bien manger quelques jours avant la course, apprendre à bien se nourrir aussi pendant les courses. Voilà, j'ai découvert tout ça cette année progressivement et ça m'a permis effectivement d'arriver à une capacité physique. Évidemment, j'ai pas été extrêmement performante sur la MCC. J'ai fait un temps normal. J'ai pas fait un temps extraordinaire, mais j'ai réussi à franchir cette ligne d'arrivée sans avoir fait énormément de volume de course à pied. Oui. Et sans te blesser, surtout. C'est comme ça sans aussi. Blesser, ouais. C'est surtout ça qui compte. Voilà, c'est des gens qui nous écoutent. Alors ne vous lancez pas dans des épreuves extrêmes, c'est pas ce qu'on dit, mais même un marathon aujourd'hui, si vous vous organisez bien, si vous faites accompagner, il n'y a pas besoin non plus de faire 3 séances de fractionné par semaine, de faire des sorties longues tous les 2 jours. Voilà, on peut trouver un plan d'entraînement vraiment adapté à notre objectif et à notre style et notre force de vie. À son quotidien. À son quotidien, parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes au quotidien. Et il faut réussir à faire rentrer ces séances dans le planning, comme on le disait tout à l'heure. Donc parfois ça nécessite d'adapter un tout petit peu les plans d'entraînement, mais ça peut marcher. Non, mais parce que c'est vrai que nous on reçoit beaucoup d'athlètes de haut niveau, d'athlètes et c'est vrai que c'est des fois je culpabilise un peu parce que c'est vrai qu'on est aussi responsable de ce côté de beaucoup démocratiser le sport et démocratiser la performance. Mais encore une fois je le répète parce que des fois on entend des choses, des gens qui disent ouais mais un marathon en 4 heures t'es pas marathonien, ouais mais la personne elle a marché au marathon, enfin je veux dire même si la personne a marché, 42 km de marche, quand vous avez une personne, des fois il y a des personnes en surpoids, des personnes âgées, des personnes qui étaient très sédentaires, mais 42 km de marche, les gars, c'est déjà beaucoup, quoi. Arrêtez de vivre dans un monde connecté. Je pense que vraiment, il faut revenir quand même à l'essentiel et au vrai monde, parce que on a tendance des fois à vite être déconnecté. Et justement, je profite d'avoir une vraie coureuse un peu du réel. En dehors du fait que tu ne t'es pas fait accompagner par un coach, les erreurs que tu as faites, si on enlève l'accompagnement, lesquelles tu voudrais nous sensibiliser, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur les erreurs que tu as faites et que tu as su corriger? Justement, dans ma prépa marathon l'année dernière, on allait courir le marathon de New York avec la team Orange Running. J'avais déjà un plan d'entraînement, un coach, etc. Mais j'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu faire plus, j'ai voulu montrer à mon coach que j'étais encore plus assidue que les autres, que je faisais parfois des séances un petit peu plus longues, un petit peu plus intenses. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir des blessures. J'ai un problème de genou et un problème de tendinopathie à la hanche. Et les blessures ont commencé à arriver parce qu'il y avait un peu de surcharge, il y avait certainement un peu trop d'envie de ma part et j'ai pas su écouter les signaux de mon corps qui commençaient à me dire attention, là ça fait un peu mal, là t'es fatigué, avec un rythme de vie à côté contraignant. Et voilà, donc un exemple type. Ne voulez pas trop en faire, ouais. Ouais, de pas trop en faire et puis de faire ce qu'on peut avec la réalité de son quotidien. Stan, je me tourne vers toi. Alors, moi, c'est vrai que je suis l'UTMB maintenant depuis 5 ans, je connais bien les performances. Mais concrètement, quand on est un athlète amateur, j'ai vraiment aucune idée de à quoi ressemblent les séances d'entraînement, qu'est-ce que tu prépares.
Alors, dans ma tête, j'imagine que ça doit quand même être assez proche peut-être du marathon avec des sorties un peu plus longues, peut-être du dénivelé. Mais du coup, moi, je me rends pas du tout compte. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ta préparation justement pour l'OTMB et comment tu as managé un peu tout ça? Alors, comme Marine, je suis accompagné par la Running Academy de Dorian. Plus spécifiquement sur le trail, c'est Mathis Granet qui est mon coach, l'un des coachs de la Running Academy, qui était d'ailleurs un salarié Explora et qui maintenant est en train qui est en jeune carrière d'athlète pro et qui au moment où on se parle est sur la Swiss Peaks. 660 km et il a déjà fait 40 bornes. Bref, une belle balade, comme il dit en story, a priori. Donc, bon, tout a l'air de bien aller. Il m'a donné un programme que j'ai du mal à suivre parce que l'UTMB, c'est un programme de volume, donc de temps. Et là, pour le coup, j'ai beau être créatif et organisé. Quand on est à entre 10 et 12 heures dans le week-end de sortie, ça commence à tirer, quoi, avec l'organisation familiale. J'ai 2 enfants en bas âge, compliqué. Donc, j'ai pas pu suivre tout à la lettre. Néanmoins, effectivement, ça peut être proche du marathon. Donc, on va avoir un triptyque de séances sur une semaine qui va être le suivant. Une séance en EF, appelée footing, endurance fondamentale. Donc, on dit sur un rythme cardiaque qui est environ à 65% de son rythme cardiaque maximal. Pour moi, ça va être aux alentours de 100, 110, 15, 20, 130 max battements par Ça va, minute. t'es sérieux, tu respectes bien je fais attention. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je fais mon footing, je fais gaffe, mais parce que je me suis fait reprendre sur les réseaux aussi. Il y a tout un tas il y a des millions de coachs sur les réseaux qui commandent toutes les stories. Donc un footing, une séance spécifique et une sortie longue. C'est assez classique. Donc la séance spécifique, ça peut être effectivement du fractionné ou du fartlek. On va pas trop rentrer dans les détails. Qui se fait évidemment et idéalement en côte pour l'UTMB. Ça va être 1 heure avec, par exemple, 30 minutes de footing, puis 20 minutes de spécifique, puis 10 minutes de récupération. Et le spécifique, ça va être, par exemple, 1 minute à fond, 1 minute en descente, 20 fois, quoi. Et puis la sortie longue, effectivement, pour l'UTMB, ça va être de la sortie rando-trail, c'est-à-dire pas forcément en courant, mais long. C'est-à-dire habituer son corps à des efforts de 4, 5, 6, 7 heures, puisque, il faut le rappeler, et c'est pour ça qu'on ne devient pas finisher UTMB en un claquement de doigts ni en 1 mois parce qu'on l'a décidé ou parce qu'on a eu un dossard. Je pense que pour moi, c'est une performance d'une vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est pas son entraînement dans le mois dernier, c'est qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est né, quoi. Ouais, surtout que toi, tu as quand même t'as fait pas mal de courses d'endurance. Ouais, j'ai fait la CCC il y a 15 ans déjà, en 2011, je crois que c'était, ou 2012. Et donc, je pense que il faut laisser le temps au corps, aux ligaments, aux tendons, etc., de s'ajuster à ce type d'effort. Donc, c'est progressif sur des années, que ça plaise aux impatients ou non, c'est comme ça. Et donc, pour être sûr d'être loin des blessures, il faut que les bonnes choses prennent du temps. Donc, c'est long. Et effectivement, les sorties longues sont très, très longues. Donc, c'est un peu contraignant, mais bon, on fait ce qu'on peut. C'est vrai que finalement, tu es dans le monde du trail depuis assez longtemps parce que... Alors, il y a eu un grand essor du trail dans les années 2015, même 2018, 2020. Après le confinement, ça a vraiment explosé. Mais toi, tu étais là, je veux dire, un peu avant la mode du trail. Donc 2011, c'était vraiment les tout débuts de la popularisation du trail. Alors bien sûr, il y a eu des précurseurs. L'UTMB, c'est 2004. Mais tu vois, 2004-2011, on est quand même au début de l'aventure. Et surtout, j'imagine qu'à l'époque, 2011, il y avait très peu de jeunes. C'était quand même essentiellement des gens d'une quarantaine, cinquantaine, voire des gens assez âgés, parce que l'endurance, c'était plutôt des gens qui avaient déjà fait leur carrière sur marathon, sur route, qui allaient vraiment à la fin vers le trail running. À cette époque, en tout cas, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Toi, en tant que jeune, j'imagine que tu devais être l'un des plus jeunes sur la course. C'était l'époque où celui qui gagnait l'UTMB, c'était Marco Olmo, 50 ou 60 ans. Il n'y avait pas Kylian encore. Et effectivement, moi j'étais super jeune. Moi je suis arrivé à ces sports-là, puis avant le marathon, et puis Ironman, etc. Vraiment pour apprendre un peu qui j'étais. C'est une manière d'aller, non pas outrepasser ses limites, non pas les franchir dans une conduite à risque. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Moi, ça me permettait on m'a toujours dit, et j'ai toujours considéré que c'était la vie en accéléré. Alors comme je suis un peu impatient, j'avais envie de voir ce que c'était, peut-être plus vite que mes 20 ans. Et donc je suis allé explorer ça et je me suis découvert des tempéraments, des manières de concevoir les choses, des sursauts de motivation, la hargne, la rage. Et moi qui avais un tempérament un peu extrême, je me suis dit que c'était un bon endroit, socialement valorisé en plus, d'y mettre et d'y déchaîner ses passions, plutôt que d'aller chercher ça dans des conduites à risque.
que la société peut nous offrir et qui sont dangereuses pour la santé. Moi, j'ai trouvé le sport comme une manière d'exprimer mon tempérament un peu fougueux et ma rage de l'époque. Et effectivement, ça donne des rendez-vous sur des dossards et des événements comme ça qui, depuis, sont devenus méga populaires. Mais effectivement, à l'époque, je me sentais bien jeune avec mes 20 ans, quoi. Tu penses que ta vie aurait été foncièrement différente si tu n'avais pas connu le sport ? Je pense que je serais en tout cas, j'aurais eu besoin d'aller explorer des extrêmes parce que c'est un peu mon tempérament. Avec Explora, on fait des aventures, des expéditions extrêmes. Il y a quelque chose qui me fascine dans l'extrême. Je suis dans l'engagement des choses. J'essaie de ne pas être dans la prise de risque, mais j'essaie d'être dans un engagement qui est donc une prise de risque mesurée, calculée, avec des plans A, B, C, D et un projet préparé. Mais cette adrénaline-là de vie et d'aventure et d'inconnu, elle m'excite. Donc je pense que c'est une bonne chose que je sois allé la chercher dans le sport, plutôt que dans d'autres choses. Oui, je pense aussi, c'est sûr. Il y a une particularité aussi dans l'ultra trail. Alors, les gens qui connaissent peut-être un petit peu moins ce monde-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'assistance. Il y a vraiment une dimension d'équipe, de team, parce qu'évidemment, on ne peut pas être en autonomie, mais en tout cas, quand on est sur la recherche quand même d'un classement ou en tout cas d'un niveau de performance, évidemment, on a une assistance. Quel est le rôle, justement, toi, de cette assistance ? Est-ce que c'est vraiment un plus d'avoir une équipe, du soutien ? Quel rôle ça joue ? Parce que c'est vrai que sur marathon, c'est toujours sympa d'être encouragé, mais sur ultra trail, c'est encore différent. Moi, je pense que c'est un sport collectif. Moi, l'année dernière, quand j'ai eu la chance de faire cette UTMB en 34 heures, quand je le raconte, je dis ouais, on l'a fait, quoi. On l'a fait en moins de 34 heures. On me dit qui on ? J'étais avec Marine, il y avait Vincent, un de mes bons copains, Goulven, Dorian, etc., que tu as reçu à ce micro plusieurs fois. Pour moi, c'est un sport d'équipe. Et l'assistance, si elle n'est que entre 7 minutes et 2 heures en fonction des participants présents avec le coureur physiquement, la réalité c'est que pendant entre 20 heures et 50 ou 60 heures pour les derniers, elle est dans notre tête, elle est dans nos pensées et on l'attend, on la désire, on s'en souvient en fonction de là où on est. C'est une ligne d'arrivée qu'on tire d'un ravitaillement à l'autre. C'est-à-dire que c'est une fin en soi, ce prochain ravitaillement. C'est ce qui nous fait tenir. C'est cette chaleur humaine, ce sont ces sourires, c'est cette attention portée qui fait qu'on se sent valorisé, on se sent aimé, je crois. Donc c'est évidemment du temps gagné pour les flasques, mais tout ça, c'est une excuse. C'est une excuse pour courir avec ceux qu'on aime au plus proche de soi. Et ça, je pense que c'est pas juste un plus, c'est la raison qui nous fait courir. C'est vrai qu'il y a un vrai rôle dans la team, dans les accompagnants. Ils ont un rôle dans la performance. Et d'ailleurs, on dit souvent, limite, il faudrait une médaille, tu vois, aussi pour les récompenser. Alors déjà, en plus, quand c'est le conjoint ou la conjointe, il y a aussi toute une organisation de vie, il y a aussi des sacrifices pour la famille qui ont été faits. Donc la personne va aussi prendre en charge certaines tâches ménagères, certaines tâches familiales à la place. Donc c'est vraiment un travail collectif. Et il faut justement en parler et avoir cette reconnaissance-là parce que c'est extrêmement important. Marine, toi, tu t'occupes aussi un peu des ravitaux. Et là, d'ailleurs, j'imagine que dans la nuit de vendredi à samedi, tu vas un petit peu faire l'assistance. Comment il est à Courmayeur ou voilà, est-ce que des fois, il a un peu tête de mule ? Est-ce que, ou il reste quand même zen ? Parce que c'est vrai qu'avec la fatigue, et voilà, je sais ce que c'est. Des fois, tu sais ce que c'est aussi. La fatigue, il y a tout le système hormonal. Donc, des fois, on est un petit peu plus nerveux, on est un petit peu plus dans les vapes. Comment est-ce qu'il est, justement ? Comment tu gères ça, toi ? L'assistance, ça se prépare. Ça se prépare et je pense qu'on est une bonne équipe tous les deux. Il y a tout le travail en amont, tu l'as mentionné, de la famille, du soutien qu'on peut avoir. Et du coup, nous, ça fait quand même pas mal de semaines, voire mois qu'on prépare ces courses, la mienne et la sienne. Donc on a beaucoup discuté, on a vraiment balayé tous les sujets pour faire en sorte qu'il arrive serein sur cette ligne de départ. On se connaît suffisamment pour justement pouvoir gérer les hauts et les bas de l'un et de l'autre. Donc à Courmayeur, l'année dernière, Stan il était extrêmement fatigué. Il avait passé une nuit vraiment compliquée et voilà, il manquait d'énergie, il ne savait plus trop pourquoi, comment. Et à ce moment-là, l'assistance devient essentielle pour justement
redonner des pensées positives, redonner un peu d'énergie, essayer d'apporter cette lucidité que l'autre n'a plus et faire ce qu'on peut, quoi. Voilà, faire ce qu'on peut. L'année dernière, je ne savais pas trop. C'était la première fois que je venais sur de l'ultra trail. On se connaissait encore peu et je ne savais pas trop. Et cette année, je pense que je saurais vraiment trouver les mots et les gestes et les petites choses. Qu'est-ce que vous vous dites comment tu arrives justement des fois à le remobiliser, que ce soit dans les périodes d'assistance ou même des fois dans la préparation? Parce que j'imagine qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments aussi où on perd un peu confiance. Qu'est-ce que tu vas lui dire justement là quand ça va pas? À quoi tu te raccroches? Tout simplement qu'il peut le faire, voilà, qu'il a déjà fait, qu'il le sait très bien. Les bas peuvent être difficiles et peuvent durer, mais il y a toujours un moment où ça va mieux. Donc essayer de transmettre des pensées positives. Ouais, c'est surtout ça, c'est rassurer sur oui, peut-être que là ça s'est pas bien passé, pas comme tu l'espérais, mais la course n'est pas finie. Voilà, concentre-toi sur ce qui va. Les kilomètres avancent. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais c'est une belle métaphore de la vie et moi je l'ai expérimenté. Mais tu sais, il y a un peu cette phrase toute faite, c'est tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais c'est vrai que parfois on est dans des situations et ça m'est arrivé très récemment et je pense que les audience qui nous écoutent aussi, où des fois on pense vraiment que tout est perdu, que ça va pas le faire et que c'est foutu. Et puis il y a quelque chose inespéré, une solution qui sort et voilà, on arrive à trouver les ressources. Et l'ultra trail, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui ressort, c'est que tant qu'on est encore en course, tant qu'on ne nous a pas retiré le dossard, tout est possible d'arriver et on peut avoir un second souffle. On peut penser à Ludovic Pommeret qui peut qui arrive à remonter, qui a deux doigts d'abandonner et puis finalement qui allait faire une remontada. L'ultra trail, c'est vraiment cette symbolique là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est exactement ce par quoi je suis passé sur le dernier UTMB, où des contamines au 30e jusqu'à, on va dire, la Foulie 115, 120, je suis dans un tunnel terrible, mal, la nausée, j'avance pas, c'est horrible. Et finalement, je renais au 120e pour faire la fin de course comme une bombe. J'avais l'impression de voler, un espèce d'état de flow à la flégère. J'ai doublé peut-être 200, 300, 400 personnes. Plus rien ne semblait à ce moment-là m'arrêter. Et ça, je l'aurais jamais imaginé quand je dormais et j'avais envie de vomir à Courmayeur. Donc effectivement, le moment où ça va le moins bien, c'est juste avant le moment où ça ira le mieux. Et malheureusement, et vice-versa, c'est-à-dire que quand on vole, on fait souvent des erreurs, on oublie les fondamentaux, on va trop vite et on paye cash. L'inverse aussi vrai, malheureusement. Donc c'est cette lucidité-là. Et maintenant, quand je regarde la performance des champions, j'essaye de lire surtout leur phase mentale dans la course, les épreuves par lesquelles ils traversent. C'est ça que je trouve riche, ta capacité à trouver des solutions tout seul ou avec son assistance, et c'est tous ces scénarios-là qu'on discute. S'il se passe ça, pourquoi il se passerait ça? Et ça veut dire que tu aurais fait ça comme erreur au préalable, donc ça veut dire que dans la suite du parcours, lorsque tu t'en rends compte, pour compenser, il faut que tu fasses ça. C'est cette espèce de logique pour être sûr que le coureur arrive sur la ligne de départ en comprenant ce que c'est que le sucre, le sel, le besoin du corps, la chaleur et les facteurs aggravants ou limitants, comment lire une fréquence cardiaque, quelle info ça nous donne sur un état de forme, etc. etc. Tout ça, c'est des petites choses effectivement qu'on discute beaucoup. Marine est médecin, donc c'est quand même... A-t-elle justement cette dimension un peu médecine, connaissance du corps Bah oui, je pense que... Pour moi, en fait, quand on parle d'expérience en trail, on parle aussi de connaissance. Moi, je pense que l'expérience, effectivement, on dit qu'il n'y a jamais rien de mieux que de la vivre et de l'endurer. Mais je pense qu'elle s'apprend, quoi. En fait, en quoi le sel peut... une bonne gestion du sel peut mettre votre course à sac ou vous faire voler. Idem sur le sucre. Enfin, c'est quand même des choses concrètes et théoriques. Et on a dans son sac à dos parfois les solutions, mais on l'ignore. Il y a les solutions sur les ravitaillements, mais on l'ignore. Dans quel dosage, à quel moment. Tout ça, c'est je crois, important. Ouais. Alors, on va bientôt se quitter, mais j'ai encore quelques petites questions. Vous avez partagé une aventure incroyable ensemble en finissant le Half Marathon des Sables. Alors, vous n'étiez pas encore en couple, mais voilà, c'est ce qui a commencé à unir vos liens. Est-ce que l'idée de vous lancer un nouveau défi sportif à deux, vraiment une grosse aventure, est-ce que c'est dans vos projets? Est-ce que vous avez des petites envies maintenant de petits programmes? Ça vous fait rire, hein? Je crois qu'il y a eu un truc. Il y a eu une discussion. On peut pas encore trop en dire, mais c'est ça ce que je... Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on vive une aventure sportive tous les deux. À ma portée pour l'instant.
parce que j'ai encore besoin de prendre de l'expérience, de me renforcer physiquement, de me sentir aussi en confiance pour aller sur des aventures peut-être un peu plus extraordinaires ou extrêmes. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, peut-être un petit peu moins commune. Mais là, tout de suite comme ça, partager la course étoilée, le relais étoilé. Le duo étoilé. Le c'est duo pas étoilé. si simple, hein. Petit souvenir maintenant, je l'ai fait. Ça pourrait être, ça pourrait être sympa, et ça, on pourrait le faire. Mais on s'est posé cette question-là il y a 24 ou 48 heures, quand en rigolant, j'ai dit, devant le départ de la PTL, j'ai dit, j'adorerais faire la PTL avec toi. Et donc je l'ai redit parce que j'ai bien vu que... Tu peux dire la PTL, expliquer un peu la course. La petite trotte à Léon, c'est une course en équipe de 330 km. Qui n'a de petite que le nom, hein, c'est ça. Qui n'a rien de petite, qui est la course de trail la plus longue en France, jusqu'à effectivement cette Swiss Peaks. Et donc qui se fait en équipe, avec toute la symbolique, où il faut arriver au moins à 2 dans chaque équipe de 2 ou 3. Et voilà, et je trouvais ça chouette. Ce que je voulais dire par là, effectivement, sportivement, c'est quand même colossal, mais je trouverais chouette qu'on fasse quelque chose. J'ai pas non plus envie, moi, d'être celui qui tire et donc quelque chose de forcément trop sportif. Je pense qu'on peut trouver une complément. J'aimerais quelque chose qui soit complémentaire. On aime aussi bien le sport que l'aventure. Voilà, le fait d'être juste de profiter de la nature, de paysages extraordinaires, de découvrir d'autres activités. Donc encore un panel de choses qui s'offrent à nous. En tout cas, je vous recommande le duo étoilé parce que c'est une superbe... Alors, assez technique, hein. Attention, le terrain. Alors, c'est à distance semi-marathon, je crois. On est aux alentours des 20 km. Donc, parcours très, très, très technique. Avec des passages assez techniques. Et par contre, magnifique parce que vous partez de jour, vous voyez la nuit tomber et donc vous descendez dans la vallée de Chamonix qui est éclairée. On passe par... la mer de glace. Vraiment un excellent parcours. Donc, je peux que vous le recommander. Alors... Le sport renforce les liens et vous semblez vraiment bien vous connaître, hein, tous les deux, que ce soit à travers, j'imagine, vos aventures sportives ou la vie de tous les jours. Stan, si tu devais décrire Marine en un seul mot, celui qui résume le mieux sa personnalité, ses forces, ses qualités, lequel tu choisirais et pourquoi ? Avec toutes les nuances que résumer quelqu'un en un mot a, elle est bienveillante. J'aime pas le côté parce que ça peut donner un côté un peu gnangnan. Elle n'est pas évidemment que bienveillante, mais elle est bienveillante. Donc elle a une approche des gens, des situations et de la vie en général qui est positive, qui est en présomption de bonnes personnes, de bonnes situations, de bonnes intentions pour tout. Donc ça donne en fait un halo de positivisme, de sourire partout où elle va. Et ça, je crois que ça rayonne autour d'elle, elle ne s'en rend pas compte, et ça attire les gens parce que on veut tous être entourés de quelqu'un de bienveillant, évidemment. Et ça, je crois que c'est inconscient, mais ça la suit tous les jours. Et toi, Marine, quel mot tu choisirais pour décrire Stan ? Je dirais qu'il est engagé. Il se donne à fond dans ce qu'il fait, il met beaucoup de cœur dans ce qu'il fait, il a des valeurs vraiment fortes et voilà, il se donne les moyens de s'accomplir et de réussir ce qu'il a envie de faire. Et là, avec Explora, ils sont aussi très engagés sur le côté environnemental. Enfin voilà, l'engagement, il met de l'énergie et de la détermination dans ce qu'il fait. La bienveillance et l'engagement. Voilà, vous faites un beau couple et du coup, on passe un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices aussi. Et puis, c'est ça que j'aime parce que voilà, là, on va recevoir les champions, Mathieu Blanchard, Annelise Rousset dans le podcast. On reçoit des grands champions. Mais c'est ça que j'aime avec le sport. C'est finalement, il y a autant d'histoires qu'il y a de sportifs. Et voilà, il y a une richesse dans le sport et c'est vraiment incroyable de pouvoir rencontrer, découvrir les histoires des uns et des autres, les ressorts motivationnels et de voir un peu l'impact que ça peut avoir, quel que soit son niveau. Et donc, voilà, je le dis et je le répète, mais dans la tête d'un coureur, c'est le podcast de tous les coureurs et coureuses à pied. Tout le monde est la bienvenue sur le podcast, peu importe votre niveau, peu importe. Parce que des fois, j'interroge les gens, ils me disent, mais je peux pas venir, j'ai pas un niveau. Et moi, ça m'énerve vraiment quand les gens ils pensent que c'est un niveau de performance pour venir parler de course à pied. Mais peu importe, c'est votre histoire, c'est de l'humain et c'est ça le sport. Et je pense que tu es d'accord avec moi parce que voilà. Complètement. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. D'ici là, prenez soin de vous et faites du sport. Merci Marine, merci Stan et à très bientôt. Guillaume. Merci.